Dans cette vidéo, pour faire suite à l'introduction pour entrer dans la lecture de l'œuvre, nous allons nous demander de quoi est composée la matière de Gargantua. Disons-le d'emblée, il s'agit, à l'image du héros éponyme, d'une matière gigantesque, que nous serons loin par conséquent d'épuiser ici. Rabelais a ingurgité et digéré toutes sortes de matières qu'il régurgite dans ce roman complexe, entre autres œuvres. L'image de la digestion d'ailleurs n'est pas anodine, car elle est une image courante de l'apprentissage à la Renaissance. C'est ce qu'on appelle l'innutrition, le fait de se nourrir des anciens et de digérer sa lecture pour produire des œuvres renouvelées. Ce n'est donc peut-être pas que pour rire que Gargantua mange autant et naisse lui-même d'une sorte de digestation, pour ainsi dire. Bref, qu'on trouve une telle place dans le roman pour la digestion sous toutes ses formes, allant jusqu'au rot, paix et excréments. Avant le jeune géant, c'est peut-être son auteur qui est métaphoriquement un gros mangeur. Alors de quoi s'est donc nourri Rabelais pour écrire Gargantua? De quoi est composée la matière de l'œuvre? Alors pour simplifier, je classerai les matières qui composent l'œuvre entre l'héritage populaire d'un côté et la matière savante, ce qui en fait une parodie de lettré, et qui, ainsi digérée, donne lieu à une matière humaniste originale, un roman véhiculant les valeurs humanistes. Alors tout d'abord, l'héritage populaire. Quel est-il? Il y a d'abord le personnage de Gargantua lui-même, qui est issu du folklore populaire, dans lequel on trouve déjà un jeune géant, image peut-être, dit certains, d'une énergie recréatrice par le chaos, et qui aurait d'ailleurs, dans l'imaginaire populaire, transformé le paysage géographique français avec son gros corps. Par exemple, le gravier de Gargantua, qui se trouve en Île-de-France, près du Repoix. Au dire des conteurs du pays, Gargantua jeta dans la prairie ce gravier qui se trouvait dans son soulier et lui blessait le pied. Et on peut aujourd'hui l'observer encore. George Sand, dans le Berry, parle aussi à Montlevic d'une colline qui serait née du pied de Gargantua, qui a secoué ses sabots pour se débarrasser de la terre, selon les locaux, et qui a donné donc cette colline. Bref, il y avait bien avant Rabelais des chroniques gargantuines, qui ont d'ailleurs été publiées un peu avant la parution de Pantagruel, son premier roman, dont en fait Gargantua, pour rappel, est le préquel. Cet héritage populaire, on va le retrouver encore dans le comique gigantal, où le seul fait que la chose la plus banale devienne énorme prête à rire. Ainsi, lorsque Gargantua noie des pèlerins en pissant, au chapitre 17. Laure, en soupirant, détacha sa belle braguette et, tirant sa mantule en l'air, les compissa si aigrement qu'il en noya 260 418, sans les femmes et petits-enfants. Ou, l'inverse, le fait que les cloches de Notre-Dame deviennent pour lui juste des grelots. Voilà, c'est tout le principe du comique gigantal. Cet héritage populaire, on va le retrouver encore dans la verve du bonimenteur. Alors, l'art du boniment consiste à interpeller le badaud pour lui vendre sa marchandise. Et alors là, tous les moyens sont bons. Et suivez mon regard, ça ressemble un peu comme deux gouttes d'eau à ce que fait l'auteur dans sa préface à essayer de nous vendre ses boîtes de silène. Alors enfin, selon Mikhail Bakhtin, un critique littéraire soviétique, cette irrévérence s'inscrit dans la pratique médiévale de ce qu'il appelle le rire carnavalesque, où bas et haut sont inversés, comme au carnaval, où le fou est sacré roi, où l'on va mettre en avant le bas matériel et corporel, et où ce qui est normalement bas va ici être valorisé. Pour lui, c'est le signe d'une vie, d'une régénération, où l'on ne raille pas, comme le ferait l'ironie au XVIIe ou XVIIIe siècle, mais où l'on rit au contraire d'un rire universel et recréateur, purement positif. Et il y aurait peut-être en effet de cela chez les bons buveurs, pisseurs, rôteurs, valorisés chez Rabelais, bref, dans tout ce qui fait le pantagruélisme, cette bienveillance dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Alors, à l'inverse de cette matière populaire, on va retrouver au contraire une matière savante. Enfin, je dis au contraire, mais il n'est pas dit que les deux se situent à de tels antipodes pour Rabelais que pour nous, lecteurs modernes, qui voyons ça de façon très opposée, comme Voltaire hein, au XVIIIe siècle, par exemple, qui ne comprend pas du tout qu'à côté de l'érudition rabelaisienne puisse se trouver ce qu'il appelle des bouffonneries absurdes, des obscénités grossières. Bref, quelle est cette matière savante? Eh bien, je suis désolée, c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo pour ne pas trop charger celle-ci, et je vous remercie déjà de votre écoute.